Comment placer son argent? Quelle stratégie adopter pour ses placements financiers? Cette question vous intéresse? Eh bien, restez avec nous. Nous regardons et expliquons l'ensemble de ces éléments maintenant avec Philippe Narassiga. Nous vous retrouvons donc pour cette deuxième partie des questions économiques contemporaines consacrée donc au placement financier et à l'analyse comportementale et aux stratégies patrimoniales. Pour cette deuxième partie, nous aborderons la question de la stratégie pour ces placements financiers, pour les placements financiers en général. Bonjour Philippe Narassiga. Bonjour Christophe Porlier. Alors donc nous abordons, la première partie était déjà très intéressante et nous allons y revenir. Et donc nous allons aborder la question de la stratégie pour chacun, pour ces placements financiers. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de solutions en général, très intéressantes et très peu connues. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel de ce qui a été dit dans la première partie? Oui, dans la première partie, nous avons étudié la structure de l'épargne, comment était décomposée l'épargne des Français. Je rappelle qu'en matière d'épargne, il y a deux grands postes, si je puis dire. L'épargne non risquée et puis de grandes composantes, l'épargne non risquée et l'épargne risquée. Là, ce qu'on va voir, c'est à la fois l'épargne non risquée, l'assurance vie non risquée, mais aussi l'assurance vie risquée, et puis les actions ou les produits de fonds collectifs en actions, où là, il s'agit clairement de produits risqués. Donc vous voyez que les comportements d'épargne, je l'ai dit, sont rationnels. C'est ce que nous avons précisé. Et nous avons montré dans cette première partie pourquoi les comportements des agences économiques étaient rationnels en matière d'épargne. Sauf exception, mais je l'ai dit, il s'agit toujours d'une rationalité limitée parce que même quand les gens essaient de faire des dépenses au-delà ou d'investir ou d'épargner au-delà de ce qu'ils peuvent ou de prendre des risques trop importants, ils sont toujours rattrapés par le principe de réalité. Voilà, il y a toujours des imprévus, que ce soit des imprévus dans sa vie personnelle, pour l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, ou des externalités qui peuvent être complètement inattendues. Tout à fait. Donc on est rationnel, on est obligé d'être rationnel lorsqu'on a, quel que soit le montant de revenus. Vous avez des gens qui touchent, je sais pas, 100 000 euros par mois, mais qui font n'importe quoi, et puis rapidement ils peuvent être ruinés aussi. Il ne faut pas simplement s'attacher aux revenus mensuels. C'est vraiment l'obligation d'avoir une attitude rationnelle lorsqu'on a à gérer de l'argent, tout simplement. Alors, gérer de l'argent, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. Qui ne s'apprend pas à l'école. Dans l'éducation en général, chez les enfants, etc. C'est presque un sujet tabou en France, d'ailleurs. Oui, en France, c'est tabou, oui, ça on peut le dire. Il ne faut pas avoir trop d'argent, et si on a de l'argent, il faut plutôt le cacher, il ne faut pas montrer qu'on est riche, etc. Et puis, être riche, c'est pas très bien vu, je pense. Voilà. Oui, je pense que c'est vraiment très culturel, que ça nous différencie beaucoup de ce point de vue-là de la culture anglo-saxonne. Oui, la culture anglo-saxonne, elle est déjà protestante. Au niveau théologique, c'est justement le schisme qu'il y a eu dans le christianisme. Et justement, les protestants affirmaient à l'époque que ce n'était pas l'accumulation d'or, donc de métaux précieux qui faisait la richesse, mais le travail. Donc effectivement, dans les sociétés anglo-saxonnes, la richesse est légitimée par le travail. Et à ce moment, on peut être très riche parce qu'on a beaucoup travaillé. Donc ce n'est pas tabou du tout. Alors que dans nos sociétés, en tout cas en France, la richesse est encore montrée du doigt, on va dire. C'est intéressant peut-être de faire un tour du monde d'ailleurs, des culturels, parce que c'est très culturel le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent est très culturel, ça c'est vrai. Selon les sociétés, selon les civilisations, selon les... Voilà. Et les dirigeants ne sont que l'émanation finalement d'un sentiment général. Nos représentants représentent aussi le sentiment général des Français, par exemple, si on prend le cas de la France. Voilà. Bien, alors Philippe Narassiga, en tous les cas, pour nous, ça n'est pas tabou, nous sommes dans une émission scientifique, et donc nous allons nous intéresser à cette question de stratégie des placements financiers, que ce soit pour le particulier ou l'entreprise, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, notamment sur la question, on parle souvent de portefeuille d'action. Donc qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille d'action? Comment est-ce qu'on peut... Effectivement, je voudrais qu'on regarde bien le slide. Quelle stratégie pour les placements financiers, pour ces placements financiers? Et on verra là qu'il y a des stratégies risquées et non risquées. D'accord. Et on va beaucoup plus insister peut-être sur des stratégies risquées, même si les stratégies non risquées peuvent parfois rapporter beaucoup d'argent. Voilà.
On en a un petit peu parlé quand même des stratégies non risquées avec l'épargne sur les livrets réglementés. Voilà, mais etc. on va voir que des stratégies de placement peuvent être mises en place et les gens n'en ont pas conscience en fait. Et qui peuvent, à terme, au bout de 30 ans, rapporter un capital conséquent, significatif. D'accord. Très bien. Donc, alors, moi je l'avais dit que dès le plus jeune âge, effectivement, il convient de mettre en œuvre un comportement d'épargne à travers le livret jeune et puis après le livret A et puis tous les comptes sur livret. Et donc, on peut diversifier ses placements. Là, on va voir des placements d'un montant un peu plus important, quoique, encore une fois, les montants se font avec le temps aussi. C'est-à-dire que même si vous voulez investir dans des actions, vous pouvez commencer par avoir au départ 500 euros, et puis mettre un peu d'argent pour vous constituer un portefeuille d'actions de 1000 euros, puis vous commencez avec 1000 euros à acheter un peu d'actions, et puis vous vous initiez à la bourse. Donc déjà, on va voir... l'action, c'est quoi? C'est un type de propriété, et là je parle des actions cotées en bourse. Parce que dans les chiffres que j'aurais dû mettre d'ailleurs dans les tableaux, c'est toute la partie de l'épargne risquée. Dans l'épargne risquée, vous avez ce qu'on appelle les produits de fonds propres. Les produits de fonds propres sont les produits sur lesquels on investit. Alors évidemment, plus de 1000 milliards de dollars, 1200 milliards de dollars sont des produits de fonds propres, mais qui ne sont pas risqués, parce que c'est le boulanger qui a sa petite entreprise EURL ou SARL, Société à responsabilité limitée, c'est l'artisan, etc. Donc effectivement, tout ça c'est retracé par la Banque de France, en disant voilà les participations, ce qu'on appelle les participations, mais là c'est de l'épargne non risquée parce que c'est vraiment de l'épargne professionnelle, si on peut dire. C'est la création même de la société. Donc je ne prends pas de cette épargne. Alors sur l'épargne risquée proprement dite, les Français n'ont pas de comportement à risque. Les Français n'ont pas de comportement irrationnel, si je puis dire, et donc ne privilégiez pas le risque, qui est un peu différent effectivement des sociétés anglo-saxonnes, parce que vous avez fait le début, l'introduction là-dessus, c'est un peu différent. Donc, il y a le portefeuille d'actions, et dans le portefeuille d'actions, il est possible de se constituer un portefeuille d'actions à partir de 5000 euros, mais on peut dire même à partir de 500 euros, c'est-à-dire vous achetez 2 actions, 250 euros, un panier d'actions, et puis vous commencez à mettre 200 euros par mois, 100 euros par mois, donc des sommes un petit peu plus conséquentes que ce qu'on met sur le livret A lorsqu'on a des revenus extrêmement modestes. Généralement, c'est des sommes de 50 euros, 60 euros, pas plus. Mais là, on peut mettre un petit peu plus d'argent en disant je m'intéresse à la bourse et je vais sélectionner des valeurs sur le marché des titres et les valeurs qui sont cotées en bourse. Et là, il y a toute une série de règles qu'il faut respecter. J'ai mis les règles, la sélection des titres. Pour faire simple, attendre une baisse significative des cours pour acheter, notamment les grands titres, les grandes valeurs, les valeurs qui sont très liquides. Ce qu'on appelle les grandes valeurs, c'est des valeurs qui sont très liquides. Nous, on parle en termes de capitalisation boursière, c'est le marché liquide ou pas. Si vous avez une entreprise moyenne qui est cotée sur des marchés, des petits marchés d'actions, mais qui font 200 millions d'euros de capitalisation boursière, 200 millions d'euros, c'est pas énorme. Donc, la personne, si elle a déjà 50 millions, le jour où elle revend ses actions, le marché s'effondre, le cours des actions s'effondre. Vous voyez, je parle des petites sociétés, cotées sur d'autres types de marchés. Mais là, si on prend la France, Air Liquide, LVMH, Engie, enfin toutes ces les Airbus Industries, toutes les grandes sociétés ont émis des dizaines de millions d'actions en bourse. Et donc là, le marché est liquide, vous pouvez acheter et vendre à n'importe quel moment. Et donc, ces sociétés, généralement sur un an, ça augmente peu, ça baisse peu, donc le risque est limité. C'est ce qu'on appelle avoir une stratégie défensive lorsqu'on prend ces titres. Il n'y aura pas d'effondrement des titres, il n'y aura pas non plus des titres dont la valeur va être multipliée par 2 ou par 3 au cours de la même année. Donc je prends, on va dire pour faire simple, le CAC 40. Voilà, pour faire simple. D'accord. Après, vous avez un deuxième critère lorsqu'on se constitue un portefeuille d'actions, c'est d'examiner les rendements des titres. Il y a les dividendes qui sont versés. Vous avez des gens, par exemple, qui investissent en disant « Ah, moi, je ne m'intéresse pas trop à la plus-value, je sais que les valeurs sont relativement stables de ces grandes sociétés, mais moi, je m'intéresse plutôt à des sociétés qui versent de bons dividendes. » Alors, souvent, ils vont aller examiner l'équivalent du CAC 40 dans les pays étrangers. En Allemagne, en Europe, à Londres, enfin des sociétés cotées à Londres, etc., voir si les dividendes versés sont importants. On appelle le rendement de l'action, par action, combien on touche. Est-ce que je touche 2 euros ou est-ce que je touche 5 euros, par exemple. Ça, c'est vraiment très important.
Et puis, bien sûr, après, dans le portefeuille, vous pouvez intégrer les valeurs spéculatives. Et là, je parle de la gestion directe d'actions. Donc, quand je dis se constituer un portefeuille d'actions, il y a la gestion directe, vous achetez vous-même. Il y a des sites en France qui sont relativement connus. Vous ouvrez un compte et puis vous investissez vous-même en valeur directe. Après, vous prenez conseil avec un spécialiste en valeur mobilière. Et puis aussi, vous pouvez vous adonner, si vous avez un petit peu d'argent, vous avez, je ne sais pas, 50 000 euros, vous pouvez dire, moi, je mets 5 000 euros en valeur spéculative. Je mets 10% de mon portefeuille en valeur extrêmement spéculative, des valeurs qui ont baissé. Parce qu'il y a eu un coup dur dans l'entreprise, mais ces valeurs, les fondamentaux de l'entreprise sont bons, mais il y a eu quelque chose, un événement qui est arrivé dans une de ces entreprises, et ça arrive tout le temps. Et donc, à ce moment-là, rappelez-vous, par exemple, de Volkswagen, il y a quelques années de ça, où effectivement, il y a eu un scandale lié je crois que c'était des problèmes de pollution, enfin des normes. Des normes de pollution, il y a eu donc des malversations. Malversations, etc. Donc, là, effectivement, la société peut dévisser à un moment donné, et ce qui est très bien, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez l'acheter. Et jouer, alors que c'est une valeur défensive, vous la jouez en spéculatif. Parce que quand les valeurs s'effondrent vraiment, mais ça, c'est très rare quand même. Et puis, vous pouvez vraiment prendre des valeurs spéculatives, les valeurs spéculatives des petites startups qu'on peut prendre sur les marchés, sur le Nasdaq américain, et puis jouer en disant, cette société, elle me paraît relativement bonne, l'idée est bonne, il commence à faire du chiffre d'affaires, les contrats sont bons, il y a des contrats qui sont déjà passés, etc. Et donc, on peut jouer sur ces valeurs. Avec, bien sûr, là encore, une analyse objective derrière. Ça, c'est pour la gestion directe. Là, j'ai pas mis, il y a la gestion indirecte à travers ce qu'on appelle, nous, en France, les SICAV et les fonds communs de placement. D'ailleurs, généralement, vous apportez votre argent à les banques, en général, ouvrent des sociétés d'investissement capital variable, donc créent des sociétés, collectent de l'argent, par exemple, les banques vont collecter 500 millions d'euros. Quand elles ont collecté 500 millions d'euros, on ferme le fonds et puis on commence à investir. Et généralement, dans une SICAV ou un fonds commun de placement, les banques quand même mettent des garanties importantes. Par exemple, elles vont investir plus en valeur obligataire, elles vont blinder le portefeuille, c'est-à-dire avoir des fonds garantis, on va dire, quasiment garantis, ou qui se déprécient peu, avec 50% du fonds en valeur garantie. Par exemple, type de valeur garantie, des bons du trésor. On va investir beaucoup en bons du trésor, généralement peu risqués. Et puis les banques vont me dire, il y a une partie du portefeuille qui va être orientée sur des actions américaines, des actions japonaises, des actions allemandes, des actions dans les pays émergents, par exemple. Et donc, les banques vont, enfin, ces SICAV vont, ça dépend du gestionnaire et de l'orientation des SICAV, ou des fonds communs de placement. Sur l'or, il y a des SICAV aussi en or, ou des FCP en or, orientés sur le marché de l'or. Donc, mais au départ, il y a toujours un blindage avec des bons du trésor ou des obligations qui sont bien cotées, bien notées, plus exactement par l'agence de notation. Donc là, c'est de l'investissement indirect. D'accord. À travers donc des fonds collectifs, ce qu'on appelle les mutual funds en anglais, c'est des fonds collectifs. En fait. Alors donc là vraiment c'est bien évidemment pour les personnes qui sont très au fait de ces questions d'investissement et notamment indirect. Peut-être que ça va être clair, mais il y a des risques, c'est-à-dire qu'il y a certaines SICAV par exemple qui peuvent être risquées et d'autres moins risquées, et qui dépendent donc de ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire la composition du portefeuille. C'est la composition du portefeuille, donc il ne faut pas hésiter à demander à son banquier quelle est la composition du portefeuille, quelle est la part des fonds non risqués, par exemple des bons du trésor, et quelle est la part des fonds vraiment très risqués, et puis il y a des orientations, même dans les assurances vie, il y a des orientations. Par contre, pour suivre en direct, par exemple, l'évolution du portefeuille, effectivement, le choix des entreprises, des actions qui sont... Là, vous allez sur les sites spécialisés. C'est très dynamique, là, finalement. Oui, là, c'est très dynamique. Vous allez sur les sites spécialisés. Mais ça, c'est possible, c'est transparent, en fait. Oui, bien sûr. Vous ouvrez votre compte. Je ne vais pas là dire de la publicité sur les sociétés qui le font en France. Il y a des sociétés célèbres qui le font. Et vous ouvrez un compte et ils vous donnent tous les renseignements sur les sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, et qui sont présents dans le portefeuille que vous choisissez. Bien sûr, et puis avec les niveaux de risque, ce qu'on appelle le consensus. Est-ce que cette valeur ce qu'on appelle le consensus, c'est les investisseurs, est-ce qu'ils veulent la vendre plutôt, est-ce qu'ils veulent en acheter, renforcer le portefeuille, est-ce que c'est une valeur très très risquée, auquel cas il faut peut-être se tenir à l'écart de cette valeur. Donc il y a tous les critères qui sont déjà là, qui sont déjà intéressants, et puis vous pouvez acheter des journaux, des magazines, pour aller un petit peu plus loin, et voir les méthodes de gestion proposées par
par les gens qui sont spécialistes de la bourse. Vous avez deux grandes méthodes, en fait, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, mais là, je ne vais pas On va pas rentrer aller dans le la détail. gestion. Et ça, c'est valable aussi pour les particuliers, donc les ménages et les entreprises. Les entreprises, les PME ne vont pas Elles n'investissent pas en actions en général. C'est les ménages. Ménages, là oui, les ménages qui ont des revenus déjà un petit peu conséquents, même une petite épargne, par exemple, au lieu de faire de la gestion directe, on fait de la gestion indirecte à travers les SICAV ou les fonds communs de placement. Et ça, c'est assez populaire quand même en France. C'est prendre un petit peu de SICAV, un petit peu de... Oui. Le niveau de liquidité sur ce type de placement financier Il est bon généralement parce que, au fond, les gestionnaires de ces fonds vont prendre quand même des valeurs, soit des bons du trésor. Donc là, c'est les 50% du fonds affectés à des bons du trésor pour quasiment sans risque, et à capital garanti, ou quasiment garanti, et puis des valeurs défensives. Et puis, je fais une partie du portefeuille, mais il y a tellement de SICAV, tellement de fonds communs de placement des banques, que vraiment, ça dépend de qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter en matière de gestion de risque. C'est pour ça que les banques font signer beaucoup de papiers, parce qu'elles veulent ne pas porter la responsabilité de ce qu'on a aujourd'hui quand vous allez dans les banques. Si vous avez 200 000, 300 000 euros, vous pouvez dire, moi j'accepte. C'est écrit, hein, tout est écrit. Enfin, je précise bien aux gens qui nous écoutent, tout est écrit. Vous dites, est-ce que j'accepte un niveau de risque compris entre moins 10% plus 10%, moins 20% plus 20%, moins 30% plus 30% par exemple. Et tout doit être écrit. Mais c'est vrai que quand on va dans les banques aujourd'hui, il y a de plus en plus, les contrats sont de plus en plus lourds. Hein. C'est vrai que là, pour le coup... Bah oui, parce qu'avec l'autorité des marchés financiers en France ou les autorités similaires dans les autres pays du monde, donc on a mis de plus en plus de papiers. Et pour que, évidemment, le banquier, lui, se retire de toute responsabilité au cas où il y a un choc important. Et là, il dit, bah, regardez, ce monsieur, il a accepté, par exemple, une perte de portefeuille de moins 30%, s'il a écrit. Donc, on donne toujours des intervalles. Donc, pour les gens qui nous regardent pour la première fois et qui ne sont pas au fait de ces choses-là, parce qu'on va venir à un produit très important, l'assurance vie, même pour les assurances vie, on le demande. Si vous avez accepté un risque de moins 10, plus 10, moins 20, alors, plus 20, etc. Effectivement, mais merci Philippe Nerassigan, parce que du coup, la transition est trouvée pour parler des assurances vie, parce que ça, c'est apparemment quelque chose, c'est un sujet qui est très intéressant, qui vous conseillez d'ailleurs. Voilà, alors donc vous avez deux types d'assurance vie. L'assurance vie en fonds heureux, dont nous avons vu au début, dans le tableau, que les assurances vie en fonds heureux étaient plébiscitées en France, c'est même la première épargne en fonds garanti. Alors, une assurance vie en fonds garanti, c'est-à-dire que le capital est garanti, c'est-à-dire que vous mettez 1000 euros, à la fin de l'année, vous avez 1000 euros plus... Vous êtes sûr d'avoir au moins vos 1000 euros. Plus les taux d'intérêt. D'accord. Vous ne pouvez pas perdre d'argent. Non, là, non. D'accord. Là, on va investir dans des titres du marché monétaire, on va investir dans des bons du trésor, des valeurs obligataires où il y aura même 2%, même 1%, mais le capital est garanti. Du coup, là, en période d'inflation, c'est plus intéressant. Du coup, ça doit remonter, j'imagine. Là, ça remonte en ce moment. Donc là, maintenant, pour ceux qui nous écoutent maintenant, je dirais, allez-y. Notamment pour les jeunes. En ce moment, les taux, c'est intéressant parce qu'on aura des assurances vie en fonds garantis. La partie fonds garantis va être à 2, 3, 5, 4%. Vous avez même plus en assurance vie. Vous avez des institutions financières qui proposent beaucoup plus. Mais si déjà on arrive à 3, 5, 4, c'est pas mal. Et donc, allez-y, foncez. Par rapport aux années précédentes, les assurances vie avec la baisse des taux, en fonds garantis, c'était 1%, 1,5%. Quand on arrive à 1,8%, c'était déjà pas mal. Donc là, allez-y, foncez. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'assurance vie doit se préparer jeune. C'est-à-dire, au fond, prenons un jeune qui dit « Ah, moi, je ne peux pas mettre plus de 50 euros ». Ou les gens qui, au lieu de... Ils ont 1000 euros ils peuvent épargner, je ne sais pas, 200 euros sur un livret d'épargne ordinaire. Ils ont déjà le livret A, ils ont fait de bons placements en livret A, et puis ils se disent, ah ben, le reste, je mets en livret d'épargne ordinaire, en livret B, en livret bancaire. Là, la rémunération est extrêmement faible, mais ils peuvent déjà commencer avec 50 euros, puis passer à 100 en assurance vie. Donc, diversifier un peu l'épargne à l'assurance vie, en fonds garantis. 100, 150, à mesure qu'ils auront plus de revenus. Quelqu'un qui commence à 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui est cadre par exemple, ou qui touche 2000 euros, qui est célibataire, qui vit chez ses parents, peut déjà se diversifier. Et mettons qu'il arrive à 250 euros, c'est pas négligeable parce que 250 euros à 4% sur 35 ans, ça fait 200, je crois que c'est 200, plus de 200 000 euros
211 000 euros de capital à la fin. Là, je n'ai pas amené mes notes avec moi. Donc, intérêt composé. C'est-à-dire que l'intérêt Alors, les composé, intérêts composés, vous pourriez rappeler ce que c'est? Oui, alors, les intérêts composés, c'est très important parce que vous avez 1 000 euros plus 10%, mettons, je prends un chiffre pour que tout le monde comprenne. Donc, à la fin de l'année, vous avez 1 000 euros plus les 10% d'intérêt, ça fait 1 100 euros. Les 1 100 euros, vous les remettez, bien sûr, vous n'avez pas retiré les 100 euros, vous remettez, ça fait partie du nouveau capital. 10% plus Tous les ans? Tous les ans. Ça fait 110 euros l'année Ça suivante. 100 euros plus multiplié par 10%, etc., etc. Donc ça, c'est les intérêts composés. C'est pour ça que Albert Einstein, le grand physicien, disait que les intérêts composés étaient la 8e merveille du monde. Regardez les déclarations d'Einstein. Et donc, pour répondre à la question de départ, même jeune, vous pouvez vous diversifier. Parce que vous avez des gens qui peuvent épargner 100 euros ou 150 euros, mais qui se disent, ah ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en livret ordinaire. Et puis, alors qu'ils peuvent laisser un peu en livret ordinaire, 50 euros par exemple, et mettre 50 euros en assurance vie tous les mois. Alors d'ailleurs, Philippe Narassiguin, ça renvoie à la question culturelle, vraiment ces taux d'intérêt et ces taux d'intérêt composés, qui sont la 7e ou la 8e merveille du monde. Au final, d'un point de vue physique, éthique, etc., est-ce que il y a un certain nombre d'économistes qui se sont intéressés à ces dimensions, on va dire, morales, derrière la question des intérêts? Oui, c'est une des raisons du schisme de le monde chrétien. On a parlé quand on a commencé le premier MOOC qu'on a fait ensemble, Monnaie, Banque et Financement de l'économie, c'est une des raisons du schisme où officiellement les catholiques sont contre le taux d'intérêt, s'opposent au taux d'intérêt, que le protestantisme va lever la question du taux d'intérêt en disant le taux d'intérêt est permis, donc les banques protestantes vont concurrencer les banques juives. Les capitaux sont détenus par des personnes de confession juive. Et donc, on aura une concurrence à l'intérieur du judéo-christianisme, en fait. Voilà. Après, je m'imagine que dans d'autres sphères culturelles, ces débats-là, le taux d'intérêt, c'est un débat. Mais si on revient, on reste en Occident, effectivement. Oui, ça, c'est pour la partie occidentale. C'est pour la partie occidentale, oui. Une des raisons dans la réforme protestante, il y a le taux d'intérêt. Il y a le taux d'intérêt. Donc, comme quoi, c'est vraiment un sujet qui... C'est peut-être une merveille, mais c'est aussi une question de divergence sur comment les sociétés évoluent dans leur mode de financement. De toute façon, c'est aussi... le temps doit être rémunéré, parce qu'au fond, les catholiques disaient le temps ne peut pas être rémunéré, le temps appartient à Dieu, donc il est impossible de rémunérer le temps. Mais en réalité, les anglo-saxons disent time is money, le temps c'est de l'argent, donc rémunérons le temps. Enfin bon, bref. Ça sera peut-être l'occasion d'une causerie spécifique sur ce sujet. Je pense que ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Alors, les fonds garantis. Les fonds garantis, vous parlez aussi des intérêts composés. Donc je disais, intérêts composés, c'est bien. Et donc, demandez en fonds garantis euros. Quand vous allez voir votre banquier, ou votre assurance vie, enfin l'assurance qui vend de l'assurance vie, bien sûr, les assurances. Parce qu'au départ, c'est quand même de l'assurance. Au départ. Et après, les banques, évidemment, ils ont fait aussi de l'assurance vie, ce qui est logique. Et donc, vous demandez des fonds garantis pour ne pas avoir de risque. Et comme les taux ont augmenté, pour revenir un petit peu à la stratégie de placement, vous foncez. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, allez-y, dès maintenant. Placez, si on vous demande au départ un même placement, très peu, même un placement de départ de 200 euros, faites 200 euros de placement, et puis après vous abondez, vous augmentez, vous mettez par exemple 50 euros par mois. Au fur et à mesure de ses capacités. Au fur et à mesure de ses capacités, et puis avec le temps, vous verrez que vous arriverez au bout de 30 ans, 35 ans, à 200 000, 250 000, 300 000, ça dépend évidemment de... D'accord, c'est un très très bon conseil. Mais j'ai pris un exemple qui montre qu'on peut arriver à un capital important avec un petit placement, avec très peu d'argent. Grâce aux intérêts composés. Grâce aux intérêts composés, voilà. Très bien. Alors, les unités de compte, parce que fonds garantis, unités de compte, qu'est-ce que vous entendez par unité de compte? L'assurance vie, vous avez aussi un autre type d'assurance vie, c'est l'unité de compte. Où là, les banques ou les assurances qui vendent ces assurances vie vont vous demander quel est le niveau de risque que vous acceptez. Et donc, vous allez travailler avec le banquier sur le niveau de risque. Et donc, en fonction du niveau de risque que vous acceptez, il va vous proposer des produits.
des produits, souvent c'est des produits de fonds, hein, mais des fonds spécifiques, des fonds sur la santé, des fonds de biotechnologie, et puis de plus en plus des fonds verts. C'est un peu la mode. Donc des startups qui... Donc là, c'est la partie un peu risquée, si on peut dire. Et puis, vous allez blinder votre assurance vie. Quelqu'un qui a, je sais pas moi, 500 000 euros, ce que je lui conseille, c'est de mettre au moins 60%, déjà, 50-60% en fonds garantis. Pour les 40% restants. Donc il y a 40% qui restent. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre entre 25 et 30% de SCPI. Vous allez blinder encore plus votre assurance vie. Donc vous ne faites pas n'importe quoi. Mais c'est à la carte, une assurance vie, on peut choisir un peu à la carte ce que l'on met dedans. À partir d'un certain niveau de revenu, oui. À partir d'un certain niveau de placement, oui, bien sûr. D'accord. Vous faites des assurances vie à la carte. D'accord. Parce qu'évidemment, là, j'ai pas mis le chiffre. Je croyais l'avoir mis, excusez. Je croyais l'avoir mis, mais les assurances vie, j'avais même souligné, il manque peut-être une feuille, ou peut-être que je ne l'ai pas intégré, que les Français n'ont pas de comportement à risque par rapport, sans doute, à d'autres pays. Ils n'ont pas de comportement à risque parce que les assurances vie en unité de compte, c'est 424 milliards d'euros en 2021. Contre plus de 1600 milliards en fonds garantis. Donc vous voyez qu'il y a une différence de pratiquement de 1 à 4 entre les assurances vie à fonds garantis et les assurances vie en unité de compte en France. Donc, on va dire, les Français prennent très très peu de risques. Et l'assurance vie... Vous voulez dire que les unités de compte, c'est plus risqué. Qu'est-ce qui fait que c'est plus... Ah ben justement, parce que dans les unités de compte, on va vous proposer... Alors moi, ça c'est moi qui propose. Hein. Les SCPI, c'est moi qui propose. Je dis, attention, revenons à 100. 100, 100 000, 1 million, peu importe. 100. Sur 100, vous allez mettre 60. En garantie. En garantie. D'accord. Après les 40%. Les 25 à 30%, vous placez en SCPI. C'est ce que je vous conseille. Et puis, entre 15, ça dépend, hein, si vous prenez 25 ou 30, entre 15 et 20%, le restant finalement. Vous prenez un peu de risque là. Là, vous pouvez prendre un peu de risque. D'accord. Mais vraiment en étudiant avec le banquier quels sont les produits qui sont bons, qui sont susceptibles, dont le niveau est de se valoriser, des fonds qui peuvent se valoriser. Donc les banquiers, eux, ils ont tellement de produits dans tous les pays du monde qui peuvent vous proposer tel fonds américain, tel fonds japonais, etc. Où il y a des startups, où il y a des fonds orientés plutôt vers les biotechnologies de la santé, des fonds orientés vers l'énergie renouvelable, etc. Donc là, ça reste pour 10 à 15%, pas plus, pour moi, d'un portefeuille. Où vous prenez du spéculatif, mais du spéculatif raisonnable, on va dire, avec les grands fonds. Mais pas en ligne directe. Généralement, dans une assurance vie, il est plutôt déconseillé. Prenez pas d'action dans les petites entreprises. Soit vous créez un compte action à côté, pour vous faire plaisir, à 10 000 euros, et puis vous jouez avec le compte action. Mais si vous avez déjà 200, 300 000 euros, ne prenez pas de risque parce qu'il s'agit de quoi? De votre retraite, essentiellement. D'arriver à la retraite en profitant un peu plus de la retraite, pouvant vous payer des voyages, etc. Donc l'assurance vie va apporter à ce moment-là des revenus qui seront consacrés au loisir, à refaire un peu sa maison, à donner aux petits-enfants un peu, enfin bref, à tout cela. Oui, ça permet d'avoir un peu de souplesse financière, d'autant que la question de la retraite est particulièrement d'actualité. Pourquoi j'insiste sur les jeunes? C'est que il y a une étude qui a été faite, dont j'ai parlé par ailleurs, c'est qu'on voit très bien que l'assurance vie progresse avec l'âge. C'est que les jeunes en France ne sont pas conscients, parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation financière à l'école, de l'importance de l'assurance vie jeune. Et on attend finalement assez tard en France pour se constituer une assurance vie. C'est pas un produit Non, parce que c'est vrai que les jeunes, bien souvent, ont une forme d'insouciance par rapport à la vie, par le fait au vieillissement. Donc si vous avez des enfants, il faut leur conseiller dès maintenant, de prendre dès maintenant de l'assurance vie. Parce que dans 30 ans, même en plaçant un peu d'argent, comme l'exemple pris tout à l'heure, ils auront plus de 200 000 euros de capital. Si c'est 35 ans, 4% d'intérêt, avec 250 euros, mise initiale de 1 000 euros par mois, 250 euros par mois, je crois qu'on avait dit 211 000 euros de capital au bout de 35 ans, sans rien faire.
sans bouger. Juste en plaçant l'argent. Juste en plaçant l'argent. Après, tout dépendra de la période, si elle est inflationniste, pas inflationniste. Voilà, là il faut foncer parce que la période justement était inflationniste. Les banques centrales remontent les taux d'intérêt directeurs, donc les taux d'intérêt remontent dans l'ensemble. Et c'est très intéressant pour les bons du Trésor qu'on va sélectionner. C'est pour ça que les valeurs, les obligations, les anciennes obligations, la valeur des anciennes obligations baisse fortement. Les nouvelles obligations sont émises avec des taux d'intérêt plus élevés, notamment les bons du Trésor, qui sont considérés comme les obligations les plus sûres, les mieux notées généralement. Et donc, allez-y, prenez. Et puis, en même temps, c'est une période intéressante parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Donc, ceux qui déjà ont des revenus importants, même s'ils ont 30 ans, 32 ans, ils ont déjà un certain niveau de revenus. Donc, ce n'est pas inintéressant d'avoir une assurance vie où il y a une petite partie de risque. Et vous allez voir que votre assurance vie sera dynamisée finalement. Mais restez raisonnable par rapport à ce que vous pouvez faire. Où il faut se dire, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Donc là, la rationalité. Toujours la rationalité. La question de la rationalité. Les arbitrages, donc vous avez effectivement dit qu'il fallait donc consacrer 50 à 60% donc en fonds garantis, entre guillemets, donc dans cette assurance vie. Voilà. Donc je pense qu'on a bien le voilà, le topo, c'est ça. C'est ce qu'il y a là. 50-60% en fonds garantis. Je parle des assurances vie en unité de compte. D'accord ? Et puis j'avais mis, il faut absolument les SCPI, faire un arbitrage et donc placer une partie de son argent en SCPI dans l'assurance vie. Donc on va dire, mettons si on part de 60%, 25% en SCPI, ça fait quand même 85%. Et puis le reste, vous regardez des produits qui sont intéressants et qui peuvent se valoriser avec le temps. Très bien, Philippe Narassiguin. Alors, je pense que vraiment, on a fait un panorama très très complet. Alors que maintenant, nous allons arriver à la conclusion des deux parties, puisque nous avons deux parties, et j'engage des personnes qui n'ont pas vu la première à la regarder. Elle est tout aussi passionnante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ces deux parties consacrées au placement financier, à l'analyse comportementale et aux stratégies patrimoniales ? Alors, en tout cas, en ce qui concerne les placements financiers, les placements qui doivent être privilégiés sont ceux, bien sûr, de l'épargne populaire, parce que l'épargne populaire, elle est faite pour tout le monde, populaire au sens le plus grand nombre possible, et tout le monde a besoin de cette épargne populaire. Parce que, pour faire face, je l'ai dit, je l'ai répété, aux accidents de la vie, aux besoins qu'on a au fur et à mesure que l'année se déroule. Et tous les ans, on va remettre un petit peu d'argent, pour une raison ou pour une autre, on va faire un petit virement, ou un virement un peu plus conséquent, d'un compte sur livret vers son compte courant bancaire. Pour justement ces événements de la vie, puis des événements heureux. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être des événements qui arrivent et vous avez un besoin d'un petit peu plus d'argent. Et là, c'est important d'avoir cette épargne-là. Absolument. Bon. Ensuite, pour préparer sa retraite, évidemment, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, mais le plan d'épargne retraite, aujourd'hui, on voit vraiment que le produit qui marche bien en France, c'est l'assurance vie, parce que l'assurance vie a aussi une partie patrimoniale, c'est-à-dire de transmission, défrayée d'impôts, avec zéro impôt jusqu'à 150 000 euros de transmission par enfant. On voit aussi qu'il faut avoir une stratégie en matière immobilière. Elle peut être effectuée à travers les SCPI, on l'a vu. Et on ne va pas parler d'un placement qui est important, parce que ça mériterait même un ou deux webinaires, parce que le problème de l'or est assez complexe. L'or papier notamment, mais l'or a joué un rôle considérable depuis 4000 ans, 5000 ans, pour différentes raisons. Il y a des raisons passionnelles. L'or, c'est les bijoux, d'accord ? Donc les gens, ils aiment bien avoir des bijoux en or. L'or, l'or a joué le rôle de la matière, c'est immatériel du papier. L'or a joué le rôle de monnaie, d'actif monétaire, de référence interne. L'or a joué le rôle de moyen de paiement international. Et l'or joue le rôle d'actif sur lequel on peut placer, donc d'actifs financiers. Donc l'or, en fait, a au moins 4 visages. Et l'or aussi a été accumulé par les banques centrales pendant des années. Et c'est pour ça que toutes les banques centrales ont des stocks d'or en réalité. Et les banques centrales actuellement achètent de l'or, justement. Donc en fait... De l'or papier ou de l'or physique ? De l'or physique. Donc là... ça mériterait un webinaire spécial, l'or.
Eh bien, j'espère, Philippe Narassiguin, que vous nous proposerez donc un webinaire, enfin une causerie. Une causerie, un séminaire, on peut dire. On fait des petits séminaires, on fait des séminaires à travers des... Consacré à cette question des investissements financiers dans les matériaux précieux, si on peut dire, ou dans les matériaux... Dans les métaux précieux, etc. En tous les cas, merci beaucoup pour ces conclusions. Je pense que ça méritait d'être... Je pense que beaucoup de personnes ont certainement découvert des choses nouvelles. En tous les cas, merci pour ces éclaircissements, merci pour ces conseils. Et puis, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve très très prochainement et vous nous proposerez un sujet, j'imagine, de la plus haute importance, mais nous gardons la surprise pour la prochaine fois. D'accord, pas de problème. Allez, merci Christophe et à bientôt. Et à très bientôt. Au revoir et bonne journée. Thank you.